Je suis allée dans une école prestigieuse dans le Rhode Island, pas Brown, mais l'ambiance était la même. Double diplôme, informatique et politique de justice sociale. Tout le monde me demandait pourquoi, dans ma tête, la réponse était évidente. Le code était le dernier endroit où l'on pouvait construire quelque chose de juste si on possédait la plateforme. On écrit les règles. Je me voyais architecte d'une utopie numérique étincelante. J'ai obtenu mon diplôme avec des honneurs qui font que vos cousins publient des posts sur Facebook pour vous féliciter. Mes parents étaient le boss final de l'académie. Mon père, professeur titulaire de sociologie, consacrait toute sa carrière aux dynamiques du travail et à la lutte des classes. Ma mère dirigeait un département d'études sur le genre dans un petit collège d'arts libéraux, sur le même campus, dans le même bâtiment. Le dîner ressemblait à un podcast non-stop. Impossible de se déconnecter des autres enfants. On parlait de maths, de devoirs, de football. Ma famille discutait de l'extraction des salaires et de pourquoi la banlieue est une prison psychologique. On me faisait des leçons sur la famille nucléaire comme programme de conformité corporate. Le capitalisme n'était pas une économie, c'était de la violence structurelle. Les poupées blondes n'étaient pas autorisées. Elles normalisaient des standards de beauté impossibles. Alors j'ai eu des livres à la place. Pas des livres amusants, non. J'étais ce gamin bizarre qui écrivait des essais sans raison. La première année de lycée, j'ai rédigé un papier entier sur les notes comme outil de contrôle social. Je l'ai appelé le patriarcat sous forme de tableur. L'enseignante a écrit dans la marge « Je pensais que tu disais la vérité ». Plus tard, diplômée, je suis partie à Seattle au milieu des années 2010. Le boom tech battait son plein. Tout le monde construisait quelque chose. L'argent tombait du ciel comme s'il avait oublié la gravité. J'ai décroché un poste dans une grande société de conseil, le genre qui vous donne un sac à dos et aspire votre âme. La première année, salaire total, environ 170 000 $. Juste après l'école, c'était illégal. Petit déjeuner, déjeuner et dîner gratuit. Si tu restais assez tard pour ressembler à un cadavre, il y avait des potes de sommeil, des fauteuils de massage, un service de blanchisserie, du kombucha à volonté comme de l'oxygène. 2 ans plus tard, la pourriture s'installe. Je me réveille un matin et réalise que j'optimise la misère pour les riches. Chaque jour, j'enfile un costume sur ma conscience et je la fais applaudir. Alors j'ai quitté le boulot, retiré mes économies et mon compte retraite comme un adulte irresponsable. J'ai commencé à pitcher à des investisseurs à impact, ceux avec des vestes Patagonia et une obsession morale. J'ai trouvé une entreprise, Bright Ledger, c'est une plateforme bœuf de Bessas, les mots les moins sexy de la langue anglaise. Elle automatise la logistique des chaînes d'approvisionnement, connecte les flottes de camions via API, suit les inventaires d'entrepôts, optimise les routes, prévoit et analyse via tableau de bord. Banal, pratique, mais je vendais la mission avec passion, technologie d'infrastructure éthique avec de l'éthique. Nous pouvions être l'alternative. Les gens applaudissaient parce qu'ils adoraient acheter de la morale en abonnement. 3 ans plus tard, nous ne survivions pas seulement, nous prospérions. 160 employés, série B levée, valorisation au-dessus de 230 millions de $. Mon visage apparaissait dans les articles business brillants. Jeune CEO, redéfinissant le leadership, fondatrice visionnaire, femme dans la tech qui change le monde. Je vivais dans un condo ridicule à Capitol Hill, grande fenêtre, belle vue, zéro tranquillité, je suis misérable. Tous les 15 jours, j'approuve les salaires et chaque feuille de calcul me rit au nez. Chiffres froids, lignes nettes, inégalités parfaitement alignées. Il y a toujours une ligne qui frappe comme un coup. Ethan Caldwell, architecte système principal, salaire 360 000 $, plus actions pouvant acheter une petite maison. Note sur le travail critique, moteur principal construit 10 fois, ne pas perdre, et bien plus bas, ligne 80. Carla Reyes, responsable des installations, supervise le personnel d'entretien. Salaire 52 000 $, ponctuel, jamais en retard, travaille les week-ends, 2 heures de trajet, incapable de se payer un loyer à Seattle sans vendre un rein. L'écart est dégoûtant, 600% plus dégoûtant. Ethan tapote sur un clavier à 300 $ comme un pistolet. Carla nettoie les toilettes qu'Ethan détruit après son colbrou. Et je devrais croire que c'est le marché. Pourquoi Ethan vaut-il 6 fois Carla ?
La voix de mon père surgit dans ma tête. Les marchés récompensent la proximité du capital, pas l'effort humain. Pour la première fois, je ne me sens même pas supérieure. Je me sens juste malade. Puis ça arrive, un mardi pluvieux de novembre. Classique gris de Seattle. Le ciel ressemble à du béton mouillé. Je suis dans mon bureau vitré, latte à la main, regardant la ville comme le méchant d'un film start-up. Carla entre pour vider ma poubelle. Elle semble épuisée, mais sourit encore. Bonjour, patron. La culpabilité me frappe physiquement, comme un crochet sous les côtes. Je hoche la tête, attends qu'elle parte, la porte se referme et quelque chose en moi craque. J'appelle une réunion exécutive d'urgence à midi, salle de conseil. Je suis à la tête de la table, en bois recyclé, parce que bien sûr, nous faisons semblant que l'esthétique est éthique. Dan, mon CFO, fin 50, a survécu à l'ère.com. Pragmatique au point que ça ressemble à un trouble de la personnalité, joue au golf, rit de concepts comme l'équilibre vie-travail. Puis Mégane, responsable des opérations humaines, fin vingtaine, si progressiste qu'elle s'excuse probablement auprès des plantes en passant. Ordinateur couvert de stickers Sois gentil, vit pour TED Talk et graphique émotionnel. Je n'y vais pas doucement. Je balance la bombe. Je restructure la rémunération. Véritable équité. Flat pay, je dis. Même salaire pour tous. Dan s'étouffe avec son eau pétillante. Je nomme le montant 125 000 $. Silence total. L'air est lourd. On entend même le ventilateur comme un juge. Dan baisse lentement sa bouteille. Tu plaisantes ? Je le fixe. Pas de blague. C'est un vrai salaire décent. Ça signifie stabilité, dignité, efface la hiérarchie. Dan se lève, marche nerveusement. Tu veux payer les nettoyeurs 125 000. Très bien. Mais Ethan, tu réduis de 2/3 notre architecte principal. S'il part, on est mort. Je dis calmement, s'il croit en ce qu'on prêche, il restera. Je veux des gens qui construisent par passion, pas par extraction. Dan a l'air de vouloir mordre la table. Mégane rayonne, les yeux écarquillés. C'est transformateur, murmure-t-elle. Ça humanise le travail. Dan se retourne comme si elle parlait en langage de baleine. Ça détruit notre capacité à exister. Les chefs des ventes et ingénieurs seniors partent. On finit avec l'équipe de nettoyage la plus chère de la côte ouest et rien à vendre. Je croise les bras, on reconstruit. On trouve des jeunes talents bloqués, ceux qui ne peuvent pas jouer le jeu du CV. On les forme, on crée une culture qui correspond vraiment à la mission. Dan s'arrête, me regarde, calcule sur mon visage, puis il souffle, fatigué, vaincu. Tu as la majorité des actions, je ne peux pas t'arrêter, mais je ne prends pas ce bus avec toi. Je démissionne, effet immédiat. Je ne cligne pas des yeux. Démission acceptée. Il débranche son iPad, se lève lentement. Bonne chance, Aaron. Tu vas en avoir besoin. Tu essayes de reprogrammer les gens. Puis il part. Je regarde Mégane. Elle est prête à exploser de joie. Réunion générale lundi 10. Les employés se rassemblent. Bean bags, plantes suspendues, slogan néon, soit le changement. L'air est lourd de rumeurs. Tout le monde sait que Dan a disparu. Je monte sur scène. Blasé simple, jeans, pas de bijoux, micro en main. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose dont on parlera. Je clique sur le téléviseur. Un seul chiffre géant s'affiche, 125 000 $. Je parle de dignité. Le rôle du nettoyeur est aussi essentiel que celui de l'ingénieur logiciel. On aplatit les salaires dès le mois prochain, tout le monde, 125 000 $. La zone A explose. Support, admin, installation, Jess, mère célibataire, sanglote. Carla serre la main d'un collègue, murmure « Merci Dieu, merci Dieu ». Les jeunes diplômés célèbrent comme une victoire sportive. Zone B, ingénieur et produits, reste silencieuse. Ethan Caldwell, au fond, bras croisés, visage vide, regarde comme un documentaire. Je décide de confronter la froideur. Je sais que ça impacte différemment certains. Ma voix tremble. Regardez Jess. Regardez Carla. Voilà ce que signifie élever des gens. Zone B ne réagit pas. La réunion se termine, les employés se séparent, les gagnants près des snacks, les hauts salaires retournent à leur coin, silencieux, les médias s'emballent. Wall Street Journal, la grande égalisation
l'expérience risquée d'une CEO en matière d'équité. Réseaux sociaux, 90 000 nouveaux followers en une semaine. La moitié me trouve courageuse, l'autre moitié un parasite communiste. Je me sens vivante. Les départs commencent comme Dan l'avait prédit. 7 ingénieurs seniors partis en 2 jours. VP des ventes, responsable marketing, quelques chefs de produits disparaissent. Je signe les papiers de sortie avec un sourire qui doit paraître fou. Je dis à Mégane, si l'argent est leur seule raison, laissez-les partir. Les candidatures affluent, diplômés bootcamp, autodidactes, reconversion, talent de lieux ignorés par d'habitude. 125 000 $ devient un aimant. Quelques semaines plus tard, Carla arrive dans une nouvelle voiture, une Toyota propre et pratique, pas une Tesla. Elle semble respirer pour la première fois. Dans le couloir, les yeux embués, la voix brisée, elle me dit « Vous avez changé ma vie, mademoiselle Aron. Mon enfant pourra aller à l'université maintenant. » Je la prends dans mes bras avant que mon cerveau ne réfléchisse trop. Pendant un instant, j'ai l'impression d'avoir résolu le capitalisme avec une simple modification de tableur. Puis la réalité me rattrape. Ethan n'a toujours pas quitté l'entreprise. Ça devrait me réjouir, mais ça m'agace. Ethan est la clé de voûte. Il a écrit le cerveau de routage de notre produit, ce chaos laid et brillant qui décide où vont les camions. Il gagnait 360 000 $, maintenant 125 000, et il est toujours là. Pourquoi ? Je vais le chercher. L'open space d'ingénierie est plus calme ces jours-ci. Les nouvelles recrues sont bruyantes et enthousiastes. Les anciens sont silencieux, comme s'ils réactualisaient leur CV en secret. Ethan est à son bureau, en pause, lisant un livre comme s'il était au-dessus de tout ça. Méditation, de Marc Aurèle évidemment. Je frappe doucement le coin de son bureau. Il soulève une oreille, calmement. « Salut Aron, t'as une minute ?» Il hoche la tête. Nous entrons dans une petite salle vitrée. 2 chaises tristes, un tableau blanc couvert d'anciens diagrammes jamais effacés. Je ne tourne pas autour du pot, je suis surpris que tu sois resté. Cette baisse de salaire n'était pas petite. Il hausse les épaules. L'argent n'est pas tout. Sa voix est détachée, comme s'il observait les humains à travers du verre. L'idée que tout travail devrait avoir la même valeur, que nettoyer des toilettes est équivalent à résoudre un problème d'ingénierie complexe, je coupe net, ce n'est pas la tâche qui compte. C'est la personne. Il hoche lentement. La dignité humaine, exact. Je sens que je me détends légèrement. Tu es partant ? Je réfléchis, dit-il. C'est un grand changement. J'ajuste ma façon de voir les choses. Je respire. Nous avons besoin de lui pour encadrer les juniors. Il acquiesce discrètement. J'aiderai où je peux. Puis il retourne à son bureau comme si nous avions parlé du temps. Je ressens un immense soulagement. Si Ethan reste, le produit survit. 3 mois passent, l'éclat initial s'estompe. Les nouvelles recrues sont motivées, mais leur code vert est fragile. Les bugs s'accumulent, la vitesse chute de 40%. Pourtant, le moral reste étonnamment haut, comme si le bateau prenait l'eau et que tout le monde chantait quand même. Je fais ce que tout fondateur fait face à la réalité. J'ignore les métriques. Morale avant productivité. Puis un mardi, un email de PeopleOps. Transfert demandé, Ethan Caldwell. Mon estomac se noue. Je fronce les sourcils devant l'écran. Va-t-il demander un poste de produit ou un titre bidon d'architecte pour continuer à coder sans coder ? J'ouvre le formulaire. Rôle actuel, architecte système principal. Rôle demandé, employé des installations, équipe de nuit. Motif, réalignement de rôle, politique de mobilité interne, section 4. Je reste bouche bée, latte, suspendue à mi-chemin. Pas possible. J'appuie sur l'intercom. Mégane accourt, yeux écarquillés. Tu as vu ça ? C'est une blague. J'espère. Elle semble prête à vomir et à écrire un post sur Medium en même temps. Il se moque de nous ? C'est un truc d'ingénieur ? Je fixe le PDF comme s'il pouvait changer sous mon regard. Je lui ai parlé, dit Mégane, voix tendue. Il est sérieux, il est épuisé, il veut travailler avec ses mains. Aron, il ne peut pas être nettoyeur, c'est notre génie. Elle hésite, puis lâche la pire partie. Sous la nouvelle politique, techniquement, nous ne pouvons pas bloquer le transfert. La clause stupide que j'avais insisté pour inclure. Tout employé peut postuler à un poste ouvert si les conditions physiques sont respectées. Et devinez quoi ?
Il y a une place libre pour l'équipe de nuit, salaire plat, 125 000 $. Il ne paie rien. Mon visage se fige. Tout le sang a dû aller ailleurs. Je dis à Megan de le programmer immédiatement. 10 minutes plus tard, Ethan entre, détendu, presque joyeux, s'assoit en face de mon bureau, sourire facile comme si c'était normal. Je lève le formulaire. C'est quoi ça ? Il ne bronche pas. Demande de transfert, Aaron. J'applique la clause de mobilité. Je cligne des yeux. Tu veux nettoyer les sols ? Il hoche la tête, comme si je demandais s'il voulait du lait d'avoine. Je veux laisser le travail mental au travail. J'ai porté ce cerveau d'architecture 6 ans. Je rêve en code. Je veux des résultats tangibles. Je tente un dernier angle. Tu te trompes. Il secoue la tête. Je ne crois pas. Je maximise mon utilité. 125 000 $ pour écouter des livres audio et marcher 10 000 pas par jour. Le meilleur job de l'immeuble. Ma main tremble en signant le transfert comme si je signais un certificat de décès et ça commence en domino. Lundi matin, Ethan arrive en uniforme de travail bleu, comme sorti d'une affiche syndicale. Sain, léger, libre. Il organise le placard des fournitures comme un rituel sacré, sort une étiqueteuse et marque tout. Sac poubelle, nettoyant, serviettes, même les têtes de balai. Il siffle en travaillant. Les ingénieurs l'entourent comme un prophète revenu du désert. Vince, senior back-end, s'incline. Alors, ça fait quoi ? Incroyable, dit Ethan. J'ai passé la matinée à polir le laiton. Tête claire, zéro stress. Je rentre à 5 heures précises et je vais apprendre la boulangerie au levain. La table devient silencieuse. Le genre de silence où l'on entend réfléchir. Les ingénieurs regardent leurs écrans rouges d'erreur, tickets interminables, notifications Slack hurlant des urgences clients. Ils regardent Ethan, puis leurs écrans. On voit la mécanique se faire dans leur tête. Mardi, Vince demande son transfert. Rôle demandé, jardinage. Petite terrasse avec des plantes. Il devient le gars des plantes. Mercredi, Mick, DevOps, demande la cafétéria, préparation des snacks. Jeudi, Tessa, QA, demande la réception, sourire et accueil tout le jour. Je tente de stopper le mouvement. Megan et moi, réunion d'urgence, on doit geler les transferts. Elle semble souffrir, on ne peut pas, c'est écrit dans le contrat. Si on refuse, ils peuvent attaquer et on a déjà établi publiquement que tous ces postes sont égaux. Refuser, ce serait discriminatoire. Je réalise que j'ai construit un piège que je m'apprête à traverser moi-même. La guilde est formée. Mes ingénieurs seniors, l'épine dorsale de l'entreprise, deviennent support et installation. Le personnel de nettoyage le plus surqualifié de l'histoire humaine. Ethan, ancien architecte principal, est désormais chef de l'équipe de nuit. Vince, magicien back-end, devient jardinier. Malik, maître DevOps, s'occupe des snacks et cafés. Tessa, QA, accueille les visiteurs avec le sourire. Il s'installe dans le placard comme dans un club privé. Une Switch apparaît, Mario Kart oppose. Pause déjeuner complète, départ à 5 heures pile. Ils ont l'air heureux, en santé, peau éclatante. Pendant ce temps, l'open space d'ingénierie devient une scène de crime. Bootcamp grade, quelques intermédiaires trop timides pour rejoindre le paradis du nettoyage, le reste est dépassé. Le 5e mois arrive, jeudi après-midi. La bombe explose enfin. Une défaillance critique de l'API, ce genre qui fait que l'estomac se serre avant même de lire l'alerte. Notre plus gros client, Redwood Freight Systems, est en panne. Les écrans de répartition ne se chargent plus, les manifestes ne génèrent plus les camions. Bloqués au dépôt, comme si on avait retiré le cerveau de l'opération, ils perdent des milliers à la minute. Mon téléphone sonne, c'est leur CTO. Ils hurlent comme si j'avais personnellement débranché ces serveurs. « Aaron, votre système est down, réparez-le ou on vous traîne en justice !» Je ne réponds même pas correctement. Je cours directement dans l'open space d'ingénierie. Chaos total. Les juniors pâles frappent leur clavier comme des mitraillettes. Les dashboards d'erreur clignotent rouge. Quelqu'un respire comme en pleine crise de panique. Un gamin pleure dans un coin, fixant une pile de traces comme si elles étaient maudites. Le junior lead hurle par-dessus les moniteurs. On ne sait pas ce que c'est. Mains dans les cheveux, yeux rouges.
Quelqu'un crie quelque chose sur une condition de course dans le corps démon, le service de routage, celui qu'Ethan a écrit et que personne ne comprend vraiment. Il ne trouve pas la source, les logs sont un cauchemar, la doc est ancienne, la moitié des liens morts. Je reste une seconde et je sais exactement qui connaît les secrets. Je pivote et fonce dans le break room, placard des fournitures, la guilde. Ça sent le nettoyant à la lavande et le café brûlé. Le sol est impeccable, d'une manière personnelle. Ethan est assis sur un seau retourné, mange une pomme verte, comme en pause à un job d'été. Vince rempote un fougère avec une concentration chirurgicale. Malik trifouille la machine à café comme un hobby. Tous lèvent les yeux comme si j'interrompais la récréation. Redwood Freight est down, je crie, voix cassée. Panne totale. On a besoin de toi. Ethan prend une bouchée lente, avale, fait la tête la plus compatissante possible. Wow, ça a l'air stressant. Puis, sérieux, t'as soumis un ticket ? Mon cerveau explose. Oublie le ticket. Je craque. Monte sur un terminal. Répare le colonel. Il secoue la tête, comme si je lui demandais d'inventer une nouvelle couleur. Impossible. Je te donne l'accès. Non, dit-il fermement. Pas un problème de permission. Un problème de classification. Il tapote sa poitrine comme si la réponse y était imprimée. Mon contrat dit employé des installations, pas d'ébogage de services critiques. Si je touche le code de production, je fais du travail hors de mon rôle. C'est de la responsabilité légale. Mes mains se serrent en poing jusqu'à la douleur. Je m'en fiche de la responsabilité. Je m'en fiche. Je veux que l'entreprise survive. Je veux les clients. Il désigne le sol comme pour présenter un chef-d'œuvre. Moi aussi, dit-il. Regarde ce vinyle. Parfait. J'en suis fière. Je tremble de rage et de panique mélangées comme de l'essence. Je te paierai. Je supplie presque. Bonus immédiat. 10 000. Vince laisse échapper un petit rire depuis le coin. Pas moi, juste amusé. Fais attention, Aaron, dit Ethan. Salaire égal. Si tu me donnes un bonus, tu dois donner à tout le monde. Sinon, tu recrées l'échelle que tu as juré de brûler. Tu réintroduis la hiérarchie. Je hurle, pas avec des mots, juste un cri brut. Il regarde le bâtiment brûler comme un feu de camp. Ethan se lève, s'approche, yeux durs comme jamais. Tu voulais l'égalité, dit-il doucement. Voilà. Pas de récompense pour le stress exceptionnel. Pourquoi détruire ma santé, rater ma vie, porter cette pression pour le même chèque que pour nettoyer ce sol ? Il écarte les bras, c'est simple comme une équation. J'ai fait le choix rationnel. Ma gorge se serre. S'il te plaît, murmurait, me haïssant pour cela, il adoucit légèrement son regard une demi-seconde, juste assez pour enfoncer le couteau. Désolé, dit-il, je dois passer la serpillière dans le hall. Quelqu'un a renversé un latte et il passe devant moi comme si j'étais un meuble. Je reste là, respirant l'air pur à la lavande, le cœur battant de peur animale, instinctive, la première vraie peur depuis le début de cette croisade. Je cours dans mon bureau, claque la porte, main tremblante, incapable de taper correctement. J'appelle des consultants externes, des contractuels d'urgence, grimaces et tarifs horaires qui ressemblent à une rançon $650 de l'heure, minimum 2. Il commence le lendemain matin. 36 heures de travail, presque sans pause. Il corrige enfin la condition de course. Hotfix déployé. Les systèmes reviennent trop tard. Redwood Freight nous largue le lendemain, résilie le contrat, envoie un avis légal, violation SLA, dommage, ils veulent du sang, l'histoire fuit. Et une fois à l'extérieur, c'est un festin pour tout le monde. Blog, finance, Twitter, chacun avec un avis et un clavier. Ma valorisation interne tombe à quasiment rien. Les investisseurs passent du « expérience audacieuse » à « qu'est-ce que tu as fait ?» Les clients partent, un par un, comme des rats sentant la fumée. La trésorerie se tarit plus vite que prévu. Et arrive ce que j'avais juré de ne jamais faire, les licenciements. Je suis avec Megan, revue des effectifs et du burn rate. La partie la plus cruelle frappe droit du travail, nos propres politiques, et le plan de départ favorise l'ancienneté. La guilde est là depuis plus longtemps, Ethan, Vince, Malik, Tessa, tous avec des années d'ancienneté.
Les personnes que je voulais protéger, Carla, Jess, plus récente, 2 ans ou moins. Quand viennent les couples, je dois licencier Carla. Je dois licencier Jess. Et garder Ethan, le nettoyeur, qui joue à Mario Kart dans le placard. Carla s'assoit face à moi, mains jointes, yeux confus. « Je pensais qu'on était en sécurité, dit-elle. Je pensais que vous teniez à nous. » Mon visage s'effondre, les larmes coulent avant que je puisse les retenir. Pleurer moche, parler devient impossible. Je murmure « vraiment ?» Elle incline la tête, voix calme. « Alors pourquoi je pars ?» Et celui qui joue dans le placard reste. Parce qu'il a de l'ancienneté, dis-je, le mot amer. Les règles. Elle se lève lentement, ne me serre pas la main, s'en va. Jess arrive, yeux rouges, ne s'assoit même pas. Elle me fixe comme si j'étais un étranger. Je me sens comme le diable en tailleur. L'entreprise ne survit pas longtemps après ça. 2 semaines plus tard, elle ferme. Tout est vendu, bureaux, chaises, serveurs, les panneaux néons, la table en bois recyclée que je pensais révolutionnaire. Tout disparaît le jour de la fermeture définitive. Je transporte une boîte en carton vers le parking. Des affaires personnelles, cadres photos, carnets, un hoodie de l'entreprise jamais porté. Dans le parking, la guilde fait littéralement la fête. Glacière, chaises pliantes, musique qui sort d'une enceinte. Ils ont l'air incroyables. Reposés, bronzés, comme revenus de vacances. Ethan me fait signe comme si nous étions de vieux amis. « Salut Aaron ». Je m'approche, fatiguée, sans combat à offrir, juste un souffle de confrontation. « Alors, heureux ?» Il secoue la tête, sourire franc. C'était pas une question de points. « Alors quoi ? Du break ?» Il sourit honnêtement. Les 6 meilleurs mois de ma vie. Comme s'il décrivait un forfait spa. Je le fixe. Et maintenant, j'ai déjà trouvé. Staff engineer dans un labo d'IA en ville. Commence lundi. Salaire total, environ 610 000 $. Je reste figée. Tu retournes au stress ? Yep. Pourquoi ? Il sourit, comme si j'étais lente à comprendre. Maintenant, le prix est juste. Je vends ma santé mentale pour 600 000 $. Je ne la vendais pas pour 125. Il hoche la tête. Simple calcul. La récompense doit correspondre au coût. Tu avais sous-évalué le stress. Il me tape l'épaule. Comme 2 coéquipiers qui viennent de perdre un match. Ne le prends pas mal. C'était une expérience noble, ignorante des lois de la physique. Puis, il monte dans un camion électrique brillant, quelque chose de propre, cher, et disparaît dans la pluie grise. Je reste là, tenant ma petite boîte, ruinée, humiliée, seule. 6 mois passent, je perds le condo à la saisie. Mon nom est radioactif dans la tech. Faire un Bright Ledger devient une expression ne Bright Ledger, pas mec, ça veut dire ne détruis pas ton entreprise par idéologie. Impossible de me faire embaucher. Trop qualifié partout, ghosté, rejeté. Un recruteur me dit littéralement on va dans une direction différente, comme un mauvais rendez-vous. Je n'arrive même pas à trouver un job pour promener des chiens dans la baie. Je déménage à Auckland, moins cher, je dois disparaître. Je cesse toute candidature dans le blanc collier. Besoin d'argent rapide. Je trouve une annonce sur Craigslist. Office manager, dispatcher, petite boîte de camionnage, 26 $ de l'heure. Je postule comme si je respirais. Le patron s'appelle Ray, 65 ans passés. Main calleuse, fumant des cigares bon marché qui donnent au trailer une odeur de pièces brûlées. Il m'interroge dans une caravane cabossée derrière le terrain. Diesel, sueur, vieux café. Il regarde mon CV comme s'il l'avait offensé. « Fancy University, hein ?» Je hoche la tête. « Et tu as dirigé une entreprise ?» Je hoche de nouveau. « Pas fonctionné ?» Je dis doucement « Non, je veux juste travailler. Besoin d'argent. » Il me scrute longuement, puis hoche une fois. « D'accord, tu commences demain, 5h30 du matin, pas en retard ?» Alors me voici tous les matins dans la caravane, répondant au téléphone, imprimant des manifestes, suivant les chargements, préparant du café au goût de regret, regardant arriver les chauffeurs. Des hommes durs, longues journées de 14 heures, ils gagnent bien, certains 115 000 $, parfois 125 000, moi je touche 54 000. Un jour, Shane, un chauffeur, arrive trempé par une vraie tempête, vent fou du Pacifique,
Il est épuisé, glacé. Il s'apprête à prendre un double chargement sur le Donner Pass. Route verglacée, pente abrupte. Je lui tends ses papiers et quelque chose sort avant que je puisse l'arrêter. Fais attention. Il sourit toujours. Puis je pose la question qui me rongeait depuis des années. Ça te dérange que Ray gagne tellement plus que toi? Il me regarde calmement, presque avec patience, comme un professeur expliquant à un enfant. Ray a mis en garantie pour ses camions. Il porte l'assurance. Il signe les notes. Si je me plante, je perds mon job. Si je me plante, Ray pourrait tout perdre. Il pointe son café vers le terrain comme un tableau de leçons. Je ne veux pas de ce stress. Je veux conduire, être payé et rentrer chez moi. Lui est payé pour le risque et la responsabilité. Échange équitable. Il remonte sa capuche et disparaît dans la tempête. Je reste à ma petite table métallique, la caravane silencieuse, le diesel, le vent qui claque contre les murs.